Allez, second poteau, Pavard. Hey, un pommade là, un peu de pommade. Les espoirs de la descente française sont sur ses épaules. Qu'elle a solide. Non. Eh ben qu'elle a pas solide du tout. Non, c'est pas possible. Accélère. Oui, il va aller la chercher. Ne lâche pas la victoire. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour l'émission de rentrée de cette saison 2021-2022 avec notamment un petit nouveau dans l'équipe, Morgan. Ça va Morgan? Bonjour, salut à tous, ça va très bien et toi? Ça va nickel, tu vas nous parler des Bleus? Ouais, je vais faire un petit débrief des Bleus sur la Ligue des Nations, sur la belle semaine qu'on a vécue tous ensemble. Ok, et puis on a également Lucas et Florian. Salut Yvan, ça va? Ça va. Salut Yvan, salut l'équipe. Vous avez préparé un petit débat sur la Ligue 1, sur les 4 équipes qui vont descendre à partir de la saison prochaine. C'est ça, on va discuter sur ça, on va un peu expliquer la chose. Et je crois que tu as un petit quiz, Lucas. Ouais, j'ai quelques petites questions sur la Ligue 1 à 18. Ok, c'est top. Et puis moi, je ferai une petite chronique sur une des informations importantes, puisque Newcastle, si vous ne le savez pas, a été racheté et est devenu le plus grand club, enfin en tout cas le club le plus riche dans le monde du football, en tout cas. Du coup, on va commencer avec Morgan pour faire un petit débrief donc de l'actu des Bleus qui disputaient la National League. La frappe de Théo Hernandez qui donne peut-être le but de la victoire. Et oui, bien c'est parti. Donc après un Euro 2020 plus ou moins raté, les Bleus se rassurent et nous rassurent avec un trophée, la Ligue des Nations. En effet, même si cette récente compétition ne dégage pas la même importance telle que la Coupe du Monde ou bien l'Euro, les Bleus nous ont fait vibrer dans ce Final Four et ils nous ont ramené une nouvelle coupe à la maison. Je vais donc vous retracer cette folle semaine. Donc tout d'abord, le Final Four, c'est 4 équipes. La France, la Belgique, l'Italie et enfin l'Espagne. 2 demi-finales. La première, l'Italie, championne d'Europe en titre, contre l'Espagne. Et c'est la Rora qui s'offre une place en finale. De l'autre côté, le match tant attendu avec un air de revanche, Belgique-France. Une rencontre avec un scénario fou. En effet, la France était menée 2-0 à la pause avec un but de Carrasco et de Romelu Lukaku pour les Diables Rouges. Mais c'est avec beaucoup de caractère que les Bleus réagissent en seconde période avec Benzema qui relance l'équipe de France suivi de Kylian Mbappé sur penalty pour l'égalisation. Un penalty transformé avec beaucoup de sérénité malgré son tir au but raté face à la Suisse lors de l'Euro 2020. On est alors à la 87e minute de jeu et Lukaku marque le but du 3-2 pour les Belges mais soit finalement refusé par la VAR. C'est alors que 3 minutes plus tard, à la 90e, que Théo Hernandez offre la victoire à la France dans ce match à scénario et envoie sa nation en finale. Et c'est donc en finale que la France rejoint l'Espagne avec un match assez compliqué avec peu d'occasions de part et d'autre. Il a fallu attendre la 63e minute avec cette occasion de dingue pour les Bleus où Théo Hernandez trouve la barre transversale pour emballer le match. Et c'est 1 minute plus tard que les Français se font punir avec le but pour l'Espagne signé Oyarzabal. Mais les Bleus étant une vraie équipe à réaction dans ce tournoi, dans ces 2 matchs, avec un Karim Benzema qui a décidé qu'il allait remporter pour la première fois de sa carrière un trophée avec l'équipe de France, c'est alors que le Madrilène nous délivre un but fantastique d'un enroulé sorti d'ailleurs pour égaliser 2 minutes après l'ouverture du score. Ainsi, à la 80e minute de jeu, Kylian Mbappé offre la victoire aux Bleus avec ce but pour le 2-1. Les Bleus sont champions de la Ligue des Nations. Cependant, ce dernier but du natif de Bondy a tant fait parler et c'est ainsi que joue mon débat. Mbappé hors jeu, oui ou non? Alors, qui c'est qui veut commencer? Moi je réponds oui. Ouais, pour Lucas. Moi aussi, pour moi il est hors jeu. Ouais, bah moi, j'ai un peu plus de doutes, mais c'est vrai qu'à première vue, effectivement, on peut penser qu'il est hors jeu. Moi, je sais que quand j'ai vu le ralenti, je me suis dit, le but est annulé. Mais c'est vrai qu'en fait, selon l'angle, j'ai l'impression que c'est pas forcément si clair que ça. Parce que comme j'expliquais à des amis, c'est vrai que puisque l'angle du ralenti est au niveau de la diffusion du match, on voit pas forcément l'action, parce que l'action se passe de l'autre côté. Donc si c'était inversé, peut-être qu'on voyait Kylian Mbappé peut-être pas forcément aussi loin en termes de distance avec le défenseur, et donc pas forcément hors jeu. Après le problème c'est que justement on n'a pas eu la diffusion d'un bon angle, mais sur l'angle où... Après ça c'est toujours délicat, t'as toujours des hors-jeux de millimètres, des fois tu te dis c'est un peu limite de sonner hors-jeu pour ça. Et du coup ça prend le débat, c'est comme les pénaltys où
Des fois, il y a un penalty pour une main volée et d'autres, des fois, il n'y a pas de péno. Ça reste à débat, mais moi, je pense qu'il était quand même un peu hors-jeu sur le ralenti que nous, on nous a diffusé du coup. Bah, il paraît quand même très très largement hors-jeu. Même les commentateurs du match disaient qu'il était hors-jeu. Alors que Après, la question, c'était c'est le défenseur espagnol, Eric Garcia, pardon, qui touche le ballon, qui remet en jeu Kylian Mbappé. C'est cette règle-là dont on parle aujourd'hui. Ouais. Mais voilà, C'est ça aussi qui a été dans le débat. Moi, je C'est ça. Après, c'est par rapport à l'intention aussi du joueur. Oui. J'ai pas non plus l'impression Ah non, c'est que Eric Garcia a forcément cette attention. l'intention de de la remettre en jeu, ça c'est la sûr. mettre que non. en jeu et ouais, forcément. C'est plutôt explicite qu'il n'a pas l'intention de la mettre en jeu pour le coup. Non. Donc je comprends pas justement pourquoi le débat il a été axé sur ça, alors que pour moi c'est juste sur la caméra s'il y avait hors-jeu ou pas. En Et- tout cas, ça fait quand même un titre pour l'équipe de France. Mais oui, Lucas, tu voulais. Est-ce que vous savez si la VAR ont eu les mêmes angles que nous ou s'ils ont des angles supérieurs par rapport à la télé? Moi je C'est sais la pas question que je me justement. posais. Je crois qu'ils ont des angles différents par rapport à la télévision. Ouais. Maintenant, quand on voit quand même que la décision a été prise très rapidement par l'arbitre, j'ai vraiment des doutes à me dire Est-ce qu'il avait été payé? Non, non, mais c'est vrai que on voit pas forcément bien si Eric Garcia remet le ballon en jeu ou si vraiment personnellement j'ai un petit doute quand même sur le hors-jeu ou pas. Après c'est sûr que franchement quand on est espagnol on comprend forcément l'énervement mais bon. Ouais, mais après j'espère pas que ce sera une vision de la France qui a volé la coupe, hein, mais c'est vrai que c'est un peu dommage sur de gagner sur je dirais cet hors-jeu là, moi perso. Après il faut aussi dire que les Espagnols pendant tout le match ont eu la possession de balle mais Ouais. ont quasiment pas tiré de la rencontre, donc au final ils peuvent aussi s'en vouloir de pas avoir eu les occasions pour marquer et donc pour gagner plus facilement. À la fin, en plus, Hugo Lloris il sort deux Oh, très ouais. belles Deux parades, Deux super incroyable. parades, ouais. Donc franchement, la France a eu très très chaud. Et d'ailleurs, je voulais savoir un petit peu votre avis sur justement ce changement tactique, puisque Didier Deschamps a changé le système de jeu. Il est passé à 3 derrière avec Théo Hernandez en piston gauche et Benjamin Pavard. Benjamin Pavard en piston droit. Piston, ouais, Ouais. si on peut dire. Je sais même pas comment caractériser Oh non, non, non. son poste, mais pour vous, c'était plutôt plaisant ou il y a des difficultés encore dans ce système? Moi, j'aime beaucoup Théo Hernandez. Enfin, je trouve qu'il est très très bien utilisé par Didier Deschamps. Offensivement, c'est un joueur qui est assez à l'aise. Mais pour le coup, à droite, je suis un peu moins sur un Benjamin Pavard. Il a jamais dégagé une grande sérénité. Donc, pour moi, Deschamps, il a quand même su. Enfin, Didier Deschamps a su quand même s'améliorer par rapport à la Coupe du Monde. Il a réussi à trouver une sorte de renouveau avec de nouveaux joueurs. Après, voilà, c'est que la Ligue des Nations, même si on a affronté deux grandes équipes, que ce soit la Belgique ou l'Espagne, la France a quand même eu très chaud. Donc pour moi, c'est un peu tôt encore pour savoir si c'est un réel changement, quoi. Bah ouais, mais moi je trouve ça bien quand même qu'ils tentent des nouvelles choses comme ça. Carrément. Après le problème c'est que à gauche c'est nickel avec Hernandez, à droite c'est la logique et en fait les remplaçants c'est pas fifou, donc à voir après au fil du temps. Mais moi ce que j'ai bien aimé aussi, enfin ce que j'aurais bien aimé voir c'est Griezmann dans sa position justement maintenant, dans une position qui lui plaisait avant et on ne le voit pas. Clairement, on le voit pas. Et ça aussi, c'est dommage. Pourtant, Benzema et Mbappé, je trouve que ça allait plus tôt. Franchement, on les a quand même vus. Mais Griezmann, inexistant. Comme Pavard. Du coup, Dubois était pas mal pour sa rentrée. C'est vrai. On pourra le noter. Joli petit pont, ouais. Il a sorti un bel Mais enchaînement. ouais, Griezmann, je sais pas dans quel dispositif lui pourrait être le mieux. Ah, Après, je là, pense c'est- que Griezmann, il a un peu le côté compliqué de l'attaque. Je pense que c'est celui qui défend le plus des trois avec Benzema et Mbappé. Donc il a un peu la tâche. Oui, c'est ça. Il a C'est- forcément plus un rôle défensif. Il doit faire les retours défensifs que font pas Mbappé ni Benzema. Et puis forcément, en termes de complémentarité, je trouve que Benzema et Mbappé, ils sont un peu plus complémentaires que Griezmann, qui lui est un peu, il est pas aussi rapide qu'Mbappé, il est pas aussi technique que Benzema. Donc c'est un peu un joueur d'entre deux au final. Ouais, Donc, ouais mais quand même, je trouve que même s'il fait c'est assez bien, et on le voit courir, mais on le voit pas faire des choses. Enfin, moi, en tout cas, pendant ce match-là, je l'ai vraiment pas vu, quoi. Moi, je suis d'accord avec Florine dans le sens où. C'est Florian. Florian, pardon. Dans le sens. Oh la honte. Dans le sens où. On pourra couper ce passage. Je reprends. Moi, je suis d'accord avec Florian dans le sens où. Mais dans le sens où Griezmann, il a pris de l'âge et il a perdu vraiment en vitesse et en technicité. Et que ce soit même en club, on voit bien l'Atlético, il n'arrive pas à retrouver son niveau normal. Donc, ça m'étonne pas qu'en équipe de France, il soit un peu à l'ouest. Et autrement, je voulais savoir par rapport aux deux du milieu de terrain, Pogba, alors c'était Pogba-Rabiot face à la Belgique au départ, et donc Rabiot était blessé, il a eu le Covid, pardon, il a eu le Oui, Covid,
Et c'est donc Tchouaméni qui avait commencé en plus en sélection française lors du dernier rassemblement, qui était donc à nouveau présent. Et franchement, moi personnellement, il m'a bluffé. Je sais pas vous. Bon, il était un petit peu moins bon face à l'Espagne, plus d'erreurs forcément. Mais quand même, je trouvais qu'il avait déjà un petit peu le niveau, l'étoffe en tout cas pour jouer au milieu de terrain dans cette équipe de France. Ouais, mais clairement, Tchouaméni, c'est l'avenir, de toute façon, je pense, du milieu de terrain français. J'ai l'impression qu'il y a un peu, même si Pogba est encore jeune hein, en soi, mais un peu une passation de pouvoir entre les deux. Et je sens que Tchouaméni peut vraiment être le leader du milieu de terrain à l'avenir. Ouais, et puis c'est un profil un peu, c'est pas aussi technique que Pogba, mais c'est quand même un profil assez grand, assez costaud, bon gabarit, pas mauvais non plus techniquement. Mais solide, du coup, solide. À l'inverse d'un N'Golo Kanté qui lui est beaucoup plus rapide, bon dans la récupération. Donc, il peut avoir pas mal de complémentarité entre ces deux joueurs, ça c'est sûr. Mais c'est bien parce qu'avant il n'y avait pas forcément de remplaçant à Paul Pogba. Avec Tchouaméni, un véritable remplaçant en tout cas. Et puis enfin, pour terminer sur la solidité défensive, est-ce que pour vous elle est... Non. Moi, c'est le secteur qui me fait le plus peur dans l'équipe de France. La défense, je trouve ça une catastrophe. Varane, j'arrive pas à le reconnaître. Je trouve très très faible, même si à Manchester United, ça tient un peu la route. Ouais, mais même pas terrible. United, ils ont pris quand même pas mal de buts depuis le début de saison. Donc, Ouais, c'est vrai. Et puis voilà, il semble être dans une mauvaise phase de sa carrière, où je sais pas trop, être un peu en perdition. Et puis c'est beaucoup moins serein qu'il y a 4 ans lors de la victoire de la Coupe du Monde. Oui, ça, c'est sûr. C'est sûr que il y a 3 ans, lors de la Coupe du Monde, il était vraiment. C'est aussi un problème de complémentarité. Avec Umtiti, c'était une défense parfaite. Tous les deux étaient complémentaires. Au Real Madrid, Varane était complémentaire avec Ramos, mais Ramos, forcément, il a chuté en termes de niveau. Donc je pense aussi il n'arrive pas à avoir ce rôle de leader, de capitaine un petit peu. Qu'a Pogba, alors que je crois qu'ils ont le même âge, ils sont de la même génération. Donc il faudra voir. Après, par contre, Jules Koundé était un petit peu mieux, j'ai trouvé. Quand il joue à son poste. Forcément, quand il joue à son poste, c'est mieux. Et pourtant, il n'est pas forcément habitué à jouer dans une défense à 3. Normalement, il joue plus à 4, à 2 centraux à Séville. Upamecano, face à l'Espagne, la rentrée un petit, quand même assez compliquée. Après, c'est pas ça non plus d'arriver en plein match comme ça. Faut pas. C'est sûr. Mais déjà de base, si les piliers ils sont fébriles. Et puis. Upamecano il joue quand même au Bayern Munich et à Leipzig avant, des équipes qui ont la possession du ballon. Là c'était tout l'inverse, là c'était courir et puis vraiment résister à l'arrière, donc forcément bon, ça reste le point faible de la France pour l'instant clairement, donc après avoir parce que même à droite je vois pas qui pourrait il y a une pétition pour que Jonathan Klaus le Lensois joue, même Mukiele. Après Mukiele je l'avais pas trouvé incroyable face à la Finlande, mais c'est vrai que Klaus serait peut-être une bonne idée. En tout cas il faudrait peut-être le tester quoi, sachant que c'est la période pour tester dans un rôle à piston surtout, c'est son poste. C'est ça, ça convient parfaitement. Moi je le verrais bien sur le flanc droit de la défense. Puis Pavard, Dubois en soi, il y a de quoi prendre une place quand même. C'est ça, c'est surtout ça. La concurrence n'est pas non plus de haut niveau. Et puis surtout pour finir sur Pavard, on a quand même vu une image assez dingue de Pogba qui était vraiment remonté contre lui. En plus, il est sorti, il n'avait pas fait d'appel, du coup Pogba a dû s'en sortir tout seul. Et en plus, il est sorti remplacé par Dubois, je crois à la 70e, quelque chose comme ça. Il était énervé, il a jeté sa bouteille. On sent quand même qu'il est déstabilisé dans l'effectif. On sent qu'il est plus du tout à l'aise dans le groupe. Ce qui est étonnant, c'est que moi j'ai vraiment l'image de Pavard, le petit mec discret, gentil, alors qu'il grogne quand il se fait sortir, alors qu'il fait pas un super match. C'est un peu une image étonnante. On sait que Deschamps le défend beaucoup. À chaque fois, il mérite vraiment sa place, on sait pas, alors qu'il grogne quand il sort, alors qu'il fait pas un match super. Après, est-ce qu'il grognait parce qu'il sortait ou est-ce qu'il grognait par rapport à son match? C'est la question que je me posais. Peut-être qu'il s'en voulait aussi parce qu'il a fait un vraiment mauvais match. À ce que Pogba. Après, le truc, c'est que Pogba avait une part de raison, quoi. Sachant qu'on sait que maintenant Pogba c'est vraiment le leader du vestiaire. Clairement, il l'a dit dans une interview après le match, je crois que c'était après le match face à la Belgique, que maintenant, forcément, il y a de Lloris, mais que c'était lui le leader du vestiaire. Il y a le duo Griezmann-Pogba qui dirige bien les troupes. C'est sûr, c'est sûr. I had to come to London cause I couldn't find a job, but I don't intend to stay long if I make a few quick bob.
It's cold up there in summer, it's like sitting inside a fridge. But I wish I was on the quayside, looking at the old time bridge. I'm coming home, Newcastle, I might as well have been in jail. I'd walk the streets all day, I'll need for a bottle of your own brown ale. I'm coming home, Newcastle, if you never win the cup again. I'll brave the dark at St James's Park, if the Gallagher's end in the rain. I'm coming home. Et on se retrouve après cette petite pause pour parler de l'une des informations marquantes de ces dernières semaines, en tout cas en termes d'enjeux, puisque jeudi dernier, le club anglais de Newcastle a été racheté par le fonds d'investissement saoudien, le PIF, contre 350 millions d'euros. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, Florian, Lucas et Morgan. Ah non, c'est toi qui me l'as appris, Yvan. Ok, bah, je vais vous expliquer donc un petit peu quand même. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le club de Newcastle, il s'agit d'un club historique de première ligne, donc la première division anglaise, qui aujourd'hui lutte chaque année pour le maintien. Je dis aujourd'hui car à une époque, même si ça remonte à quand même 1900-1920, ils étaient quand même considérés comme l'une des meilleures équipes d'Angleterre. Ils avaient notamment remporté 4 titres de champion, mais depuis plus grand chose, seulement une coupe de l'UEFA en 1969 et puis quelques participations en Coupe d'Europe au début du 21e siècle. Bon, après je suis un peu taquin quand même avec ce club puisqu'ils ont quand même eu dans leur rang Kevin Keegan, David Ginola et Alan Shearer, meilleur buteur du club et un des meilleurs buteurs de la sélection anglaise et de la première ligne. Je pense également qu'on se souvient tous de la saison 2011-2012 des Magpies, surnom des joueurs de Newcastle, qui désigne la pie d'ailleurs, où le club avait terminé quand même 5ème grâce à leur magnifique duo offensif Dembaba Papi Cissé. Je ne sais pas si vous vous en souvenez de ce duo. Très peu. Pas du tout. Très peu. Ils avaient inscrit 34 buts en 38 matchs, le meilleur total pour un duo. Il y avait également Atem Ben Arfa dans cet effectif. Et donc comme j'ai dit, depuis plus rien, même une relégation en 2016 alors qu'ils avaient quand même Wijnaldum et Sissoko dans leur effectif. Mais bon, ils étaient remontés la saison suivante grâce à Rafa Benitez en remportant le titre de 2ème division anglaise. Et donc on pourrait se demander pourquoi les Saoudiens ont décidé de racheter Newcastle plutôt qu'un autre club. Eh bien la réponse en fait elle est très simple. L'objectif des Saoudiens par ce rachat est de glorifier leur image en passant par le monde du sport et plus précisément par le football, où le rachat de clubs par des fonds d'investissement étrangers est devenu, comme qui dirais-je, commun. L'objectif était donc d'utiliser Newcastle et donc la première ligue comme une vitrine. Concernant Newcastle, le choix est un choix par défaut, puisque la majorité des clubs anglais étaient soit déjà rachetés par d'autres fonds venant de l'étranger, City notamment par les Émirats Arabes Unis, Manchester United et Arsenal par les Américains, Chelsea par les Russes, Leicester par les Thaïlandais ou encore Southampton par les Chinois. Et ou autrement, en fait, les clubs ils étaient juste pas vendables. Voilà, donc il n'y avait pas de possibilité d'achat. Et donc le PIF s'est donc dirigé vers le club populaire du nord de l'Angleterre, à savoir Newcastle. Alors forcément, ce rachat a fait débat car les clubs de Première Ligue ne comprennent pas forcément comment ce rachat a pu être accepté. Et en fait, il faut savoir que depuis 2018, le groupe saoudien cherche à racheter ce club, mais les mauvaises relations entre l'Angleterre et l'Arabie Saoudite faisaient capoter le deal. Pour autant, cela a évolué ces dernières semaines car d'après The Times, donc un quotidien britannique, le rachat de Newcastle aurait eu le soutien du gouvernement britannique mis sous pression par le prince héritier Mohammed Ben Salman. Le prince héritier en question aurait laissé entendre que les relations diplomatiques et économiques entre les deux pays auraient souffert d'un échec suite à cette opération. Et donc, après le Brexit, le gouvernement anglais aurait retourné leur veste, souhaitant ardemment le retour des fonds souverains au Royaume-Uni, puisqu'en fait les fonds du Golfe, donc ceux du Qatar, d'Abu Dhabi, du Koweït et de l'Arabie Saoudite, sont en effet des investisseurs importants, notamment pour l'immobilier et l'hôtellerie de luxe. Et donc forcément, ce rachat a été contesté par plusieurs clubs de Premier League, dont Arsenal, Tottenham, Leicester ou encore Everton, puisque ce sont tout simplement des concurrents pour l'Europe. Et donc en fait, ces clubs se sentent menacés concernant la lutte aux places européennes. Et c'est ce que rapporte notamment le Daily Mail, même s'il rappelle qu'il n'y aura pas de retour possible. Ce sera donc impossible de faire machine arrière. C'est officiel. Le club est donc bien racheté par les Saoudiens. Et donc Newcastle, qui sont actuellement 19e de Première Ligue, aucune victoire en 7 journées, passe donc à 100% sous le contrôle d'une entité principalement portée par le Fonds public d'investissement d'Arabie Saoudite, soit le PIF, et devient donc le club le plus riche du monde devant le Paris Saint-Germain du QSI, doté d'une fortune quand même de 250 milliards d'euros, et loin devant Manchester City, son rival numéro 1 en Angleterre, dont le propriétaire émirati aurait une fortune estimée à 30 milliards d'euros. Puisqu'en fait Newcastle aurait une fortune estimée à 400 milliards d'euros, enfin en tout cas le fonds saoudien de 400 milliards d'euros, ce qui fait donc forcément poser débat.
Et donc au niveau du sportif, on peut se demander jusqu'où iront les Magpies, s'ils vont réussir à devenir un des meilleurs clubs d'Angleterre, même le meilleur club d'Angleterre, peut-être même le meilleur club d'Europe, peut-être dépasser les Parisiens, recruter Mbappé, Neymar, enfin bref, on ne sait pas jusqu'où ils peuvent aller. Et en tout cas, la nouvelle présidente déléguée Amanda Staveley a déclaré que l'objectif des Magpies était de devenir un mastodonte du football anglais et européen d'ici 5 à 10 ans. Donc c'est pas forcément un objectif sur le court terme, ils veulent pas le faire au bout de 1 ou 2 années comme avait essayé de faire Manchester City à l'époque, mais c'est vraiment sur la durée, essayer de voir un petit peu jusqu'où ils peuvent atteindre, sachant qu'on sait que la Premier League c'est le championnat le plus riche, donc forcément tous les clubs ont déjà les meilleurs joueurs, donc c'est très très compliqué. Et du coup, dans une interview pour le média britannique The Chronicles, la nouvelle dirigeante a déclaré, je cite, « Nous allons investir lourdement, bien entendu, mais nous devons respecter les règles du fair play financier. Nous allons investir autant que nous pourrons, tout le monde le sait. Mais nous n'allons pas investir uniquement dans des joueurs, ce sera à tous les niveaux, dans le board, etc. Vous ne pouvez pas avoir les plus grands joueurs avec un vestiaire horrible et sans pôle médical de qualité. Nous voulons être sûrs d'investir à tous les niveaux. Nous devons regarder les montants, mais il y a des règles à respecter, comme celles mises en place par la Première Ligue sur les façons d'investir. » Donc voilà pour le club de Newcastle. Donc forcément, il y a déjà eu des rumeurs sur les recrues probables, mais on va pas forcément développer là-dessus parce que bon, il y aurait trop de choses à dire. Mais en tout cas, si vous êtes super intéressé par ce sujet, il y a beaucoup de documentaires sur YouTube qui retracent géopolitiquement le sujet. Et même puis sur Foot Mercato par exemple, vous avez toutes les rumeurs concernant les joueurs, les coachs. On parlait notamment de la probable arrivée de Steven Gerrard, actuel coach de Glasgow Rangers. Mais il faut voir. Et en tout cas, il y a déjà un coach qui a refusé l'idée de signer à Newcastle, c'est Brendan Rodgers. Je sais pas si tu as vu ça, Morgan. Si, j'ai vu, ouais. Qui a dit que forcément, lui, il trouvait ça il trouvait que c'était n'importe quoi que Newcastle se fasse racheter, sachant que Newcastle, c'est quand même pas non plus un gros mastodonte de première ligne. Et donc, lui, il souhaitait rester à Leicester où il était tranquille et voilà, il était bien là-bas. Et du coup, je voulais savoir votre avis sur ce rachat et si pour vous, Newcastle peut devenir d'ici quelques années l'un des meilleurs clubs d'Europe. Voilà, ça reflète juste déjà que le football maintenant, voilà, c'est vraiment un monde de riches, du capitalisme. Donc ça gâche un peu cette image, mais bon, maintenant on est dedans, donc plus le choix. Après, moi je suis d'accord. Enfin, c'est sûr que Newcastle, ils n'allaient pas faire un coup comme ça sur 2-3 ans, mais ouais, avec l'argent qu'ils ont maintenant, bien sûr qu'ils peuvent réussir à rivaliser avec les autres équipes. Sur 5-10 ans, ils vont pouvoir faire leur politique de jeu, etc., même qui veut l'acheter, dans quelle optique. Donc ouais, c'est sûr, moi je pense vraiment qu'ils vont réussir, avec l'argent qu'ils ont maintenant, à être très très bons dans leur domaine, quoi. Ça, je te rejoins. Je pense que déjà va falloir essayer de se sauver cette saison. Ça part pas très très bien. Regardons un peu la première ligue, Newcastle, c'est assez faiblard quand même là, cette année. Steve Bruce, l'actuel entraîneur de Newcastle, propose un jeu vraiment catastrophique. Il y a pas jouer à 5 derrière, ouais, avec Saint-Maximin en pointe et jouer juste sur sa vitesse, c'est pas forcément la meilleure façon de jouer. Essayer de se sauver. Puis comme Yvan a dit, c'est pas facile de s'imposer dans ce championnat. Il y a déjà pas mal de cadors. Donc à voir, c'est un projet qui est intéressant. Moi, le fait que ce soit une nouvelle équipe, un nouveau cadre qui arrive, ça me plaît. Après, c'est sûr que malheureusement, ça fait une grosse concurrence déloyale, quoi. Mais voilà, c'est bien qu'il y ait de nouveaux noms, de nouvelles équipes. Et puis, qui sait, on sait pas, peut-être que ça va être pareil pour une équipe de Ligue 1 dans 10 ans ou quelque chose comme ça. On parlait de Marseille, mais bon, à ce qui paraît, ce sont des fake news qui ont été cités. Mais est-ce que pour vous, c'est logique, vous comprenez les clubs qui soient un petit peu à l'encontre justement de ce rachat, qui disent que c'est n'importe quoi? En tout cas, quand on voit Arsenal et Tottenham qui sont quand même des grosses mastodontes de première ligne, franchement, je sais pas vous, mais personnellement, je trouve ça un petit peu culotté, voilà, c'est un petit peu l'hôpital qui se fout de la charité en disant ouais, non, pourquoi Newcastle se fait racheter, quoi. Oui, forcément, dans leur position à eux, ça rajoute une équipe supplémentaire. Par exemple, maintenant, on va parler peut-être de Big 8. Big 10 même, peut-être bientôt. C'est ça, genre la première ligue aujourd'hui, maintenant, du coup, ça va être tellement... il va y avoir 10 équipes pour se partager le titre. Donc forcément, ça rajoute un concurrent en plus. Donc voilà, on peut le comprendre au niveau sportif à ce niveau-là. Après, au niveau sportif, non, même moi, j'ai un peu du mal à comprendre s'ils sont déjà riches. Tu vois, genre moi, je comprends les clubs qui sont pas autant riches que les gros, mais
Ouais, moi, les gros clubs comme Arsenal, etc., qui ont de l'argent, enfin, Tottenham, je trouve ça, ouais, comme dit Yvan, culotté de. Même si c'est chiant pour eux ils ont plus de concurrence, voilà, autant qu'ils le disent, mais pas qu'ils critiquent le fait qu'il y a eu un gros achat alors qu'eux-mêmes profitent de ça, quoi. Ouais, c'est ça. Mais surtout que tu as cité Everton, Arsenal, Tottenham, c'est des mastodontes, je suis d'accord avec toi, mais c'est pas les mastodontes de Première Ligue. C'est pas Manchester City ni Manchester c'est ça. United, c'est des équipes qui vont pas forcément très bien en ce moment. Bah, justement, c'est Donc, pour ça aussi ouais. qu'ils critiquent, ils se disent bah non, nous on se fait de l'argent avec nos qualifications en Europe, donc Mais ils profitent bien de la situation. ouais, c'est ça aussi. C'est qu'ils profitent bien et puis surtout, bah voilà, quand encore il y a Leicester, c'est un peu plus compréhensible parce que Leicester, voilà, ils ont travaillé dur pour être où ils y sont. Mais c'est vrai qu'on voit Arsenal qui depuis maintenant 5 saisons font n'importe quoi alors qu'il y a 10 ans c'était la meilleure équipe d'Angleterre, enfin 10 ans, il y a 20 ans maintenant, c'est quand même assez culotté effectivement. Et en tout cas, bah, les supporters de Newcastle ils sont ravis puisqu'il faut savoir, je l'ai pas précisé, mais l'ancien président, enfin l'ancien dirigeant de Newcastle, alors j'ai plus son nom en tête, ça faisait 14 ans qu'il était là-bas et franchement 14 ans c'était catastrophique ce qu'il faisait, gestion vraiment enfin, c'était assez incompréhensible. Et donc, bah, eux, ils ont fêté ça vraiment comme un titre. Hein. Clairement, là, c'était super heureux. Ça y est, il y avait même un supporter qui était déguisé en émissaire saoudien, enfin pour vous dire. Mais en tout cas, ce sera à suivre cette histoire. Et puis, comme tu l'as dit, Florian, peut-être que d'autres clubs après vont souhaiter se faire racheter. On parle notamment de l'Inter. Bon, ça, c'est un autre sujet qui pourrait être racheté avec notamment une fortune à 1 milliard d'euros. Enfin, non, être racheté pour 1 milliard d'euros, pardon. Enfin bref, on verra bien ce qu'il en est par la suite, mais en tout cas, il faudra bien évidemment suivre Newcastle cette saison. Mais comme tu as dit, Lucas, voir si d'abord ils arrivent à se maintenir cette saison. Et donc, comme va nous l'expliquer Florian et Lucas, en fait, à partir de la saison prochaine, il y aura une descente de 4 équipes, pardon, et donc la Ligue 1 va passer tout simplement à 18 équipes, un peu comme il y a une époque. Et donc, on va on va voir un petit peu si certains sont pour ou contre tout simplement une Ligue 1 à 18 équipes. Oui, du coup, je rajoute quelques faits. Yvan, ça te dérange pas. Alors, cette saison à 18 clubs, elle va arriver en 2023-2024. Elle a 2 ans pour être mise en place. Et ce n'est pas une grande nouveauté. Hein. Ce n'est pas la première fois que la Ligue 1 passe à 18 clubs. Il y avait déjà une période, d'ailleurs, une période de 5 ans, où la Ligue 1 est passée à 18 clubs. Est-ce que vous le savez, sachant que Morgan n'était pas né et que Florian et Yvan étaient nés? Sachant qu'on est 2001, moi et Florian. Ouais, donc ouais, bah du coup, ça nous donne un peu d'épices. Donc du coup, c'était C'était de 97 au début du 21e siècle. Ouais. Oui, alors Morgan a le bon début. 97. 97 jusqu'à 2002 du coup. 2002, Ouais, oui c'est ça. Okay. Et voilà, durant cette période de 5 ans, il y a 5 clubs différents qui ont gagné la Ligue 1. Le championnat était réputé pour être plus serré. Alors espérons que ça fasse pareil pour cette année. Est-ce que pareil, vous avez les 5 vainqueurs des championnats ou pas? Je crois qu'il y a eu le RC Lens. Bien. En l'AS 97-98. L'AS Monaco en 99-2000, il y en a un entre les deux. PSG. Non. Il n'y a pas Nantes. Le Nantes, c'est en 2000-2001. Il y avait Lyon, dernière année, je Ouais, crois. en 2001-2002. Et il en Ah manque oui, un en forcément. 98-99. Marseille. Non. Un club là qui va pas très très bien en Ligue 1. À Bordeaux. Ah, bien joué. C'est Bordeaux. ça, c'est Bordeaux. Voilà, 5 clubs différents. Alors, j'ai fait quelques recherches et j'ai vu que le championnat était beaucoup plus compétitif. Et est-ce que vous pensiez qu'il y avait plus de buts avec 18 clubs qu'avec 20 clubs? Franchement. Pas forcément, il me semble. Après, quand on voit la Bundesliga qui sont très très. Enfin, au final, ils ont quasiment autant de buts que les championnats à 20 équipes. J'ai l'impression que. Enfin, j'ai envie de dire oui du coup. Mais. Eh ben, c'est Morgan qui a raison. Pas forcément, même pas du tout. Même pas Voilà, du tout. il y avait vraiment moins de buts. Et c'est pour un championnat plus attractif en plus que la Ligue 1 est redevenue à 20 au niveau du spectacle. Voilà, ils ont préféré privilégier le spectacle que la compétition. Et au final, ça n'a pas donné grand-chose. La preuve, c'est qu'elle repasse à 18 maintenant. Bah du coup, ouais, est-ce que toi, tu t'es pour ou t'es contre? Je pense que comme nous 4 autour de la table, j'ai un avis assez neutre. Après, pour la compétitivité, moi, ce schéma, il me plaît. Mais en tant que supporter d'un club de Ligue 2, voilà, l'accession va être plus compliquée. Oui. Et puis, pour moi, ça privilégie quand même les grandes équipes. Donc, il y a pas mal de points positifs, un peu de points négatifs. Et si on rassemble tout ça, je serais quand même plutôt pour. Et vous, ça donne quoi? Bah moi personnellement je suis un peu neutre en fait. C'est-à-dire que bah forcément si on se met dans la peau du supporter, moi je suis supporter de Guingamp donc forcément
Si un jour je veux voir Messi au roue de roue, faut espérer que Guingamp monte dès la saison prochaine, mais ça va être compliqué. Maintenant, ouais, forcément, ça va forcément rendre un peu plus compliqué du coup, un peu plus compétitif la Ligue 2, déjà qu'elle l'est un petit peu. Maintenant, c'est vrai que si on se met du côté du spectateur neutre qui veut juste voir des beaux matchs, forcément il y aura que des bons joueurs maintenant en Ligue 1. Chaque année, on voit souvent des équipes comme Dijon. Bon, là cette année c'est plus Brest ou même Metz qui sont en difficulté toujours pour se maintenir. Donc oui, forcément, si on enlève ces équipes, la Ligue 1 va être normalement plus compétitif. Oui, moi je suis pour au niveau de la compétitivité. Mais donc avant, il y avait eu 5 champions différents. Après, aujourd'hui, ça sera peut-être plus aussi serré parce qu'il y a le Paris Saint-Germain qui domine la Ligue 1. Donc on peut se poser des questions à ce niveau-là finalement. Et je suis contre aussi, où je rejoins le côté de pour les plus petits clubs, les clubs de Ligue 2, ça va être très compliqué de monter. Donc il y a beaucoup de questions. Après ça, moi je suis d'accord, je suis plus d'ailleurs du côté de Lorient, dédicace à Titouan, que de Guingamp pour ça. Mais après j'ai envie de dire autant tester, sachant que le problème aussi c'est la Coupe du Monde au Qatar. Ça va permettre quand même d'enlever pas mal des matchs pour les joueurs. Et puis s'ils enlèvent des matchs, peut-être qu'ils seraient, dans les hypothèses, plus performants, moins de risques de blessures, plus reposés. Donc il y a aussi ce côté-là à voir en fait dans cette année-là, mais ça sera compliqué parce que ça sera coupé par la Coupe du Monde. Si justement on ressent dans ce championnat-là que c'est plus compétitif. Après, non, c'est cette année-là, je crois. Ah, bien vu. Bon, écoute, on verra ça du coup dans le. On va Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Dans tous les cas, on verra dans cette année-là si c'est vraiment ça augmente la compétitivité. Mais moi, j'ai envie de voir justement si ça. Même justement pour la descente, on pourra avoir une. Vu qu'à chaque fois on voit Paris entre guillemets gagner, très souvent. Là, on aura un gros suspense pour la descente qui sera peut-être pour nous plus intéressant de voir la fin de championnat, quoi. Je suis d'accord avec Florian. Oh là là, mais excuse-moi. Je suis d'accord avec Florian. Non, je suis d'accord avec Florian dans le sens où c'est sûr que le maintien va être plus compétitif. Je rejoins les dires de Morgan. Je veux rappeler que ces dernières années, quand même, Lille a gagné le championnat, Monaco a gagné le championnat. Donc, je suis pas sûr que Paris contrôle totalement plus le championnat à 18 qu'à 20. Je pense qu'il y a quand même pas mal de clubs de Ligue 1 là, qui vont essayer de les perturber un peu. Mais c'est sûr que ça reste plus intéressant pour le maintien. Je pense qu'il y a pas mal de clubs ascenseurs. Je pense à Lorient, Brest, tout le tralala là, qui vont faire quelques... Oui, on me fait des grands signes non de la tête parce que Lorient ne serait pas un club ascenseur. Mais... Voilà, pour ces clubs-là, je pense que ça va être plus compliqué. L'accès en Ligue 1 va être plus compliqué. Et donc, peut-être que... moi, je comprendrais que certains clubs de Ligue 1 soient contre ce nouveau système, quoi. Après, je me dis que pour les joueurs, rejoindre un championnat où il y a 18 équipes, donc forcément, il y aura moins de petites équipes. Il y aura moins de matchs dans la saison. Peut-être que pour ceux qui souhaitent, aller chercher une Coupe d'Europe, une Ligue des Champions, c'est avantageux dans ce sens-là. Il y a moins de matchs. Donc forcément, et puis les matchs sont plus attrayants. Donc, je suis pas sûr qu'un déplacement de Messi au stade de Reims c'était forcément même si après en Espagne il faisait aussi des déplacements sur des terrains aussi très peu des petits stades, mais moi je pense quand même que la Ligue 1 du coup ils peuvent attirer plus de stars grâce à justement le fait qu'ils soient à 18 équipes. Ouais, et puis moi je pense que c'est une bonne chose de tester. De toute façon ils peuvent repasser après à 20 si on voit qu'il n'y a pas... Oui. Moi, je pense que dans tous les cas, il faut tester, voir si ça augmente la compétitivité, si c'est mieux aussi pour le bien-être des joueurs, après avoir. Mais moi, je pense que c'est bien de tester des nouvelles choses. Puis il y a quelques exemples à l'étranger aussi qui peuvent nous donner envie de voir une petite Ligue 1 à 18. Oui, c'est vrai, effectivement. Parce qu'au final, comme tu as dit, Yvan, le championnat allemand, ils sont déjà 18 équipes et ça fonctionne très bien. Après, on a l'Espagne, l'Angleterre, l'Italie qui sont à 20 équipes. Et puis, moi, je me suis dit, pourquoi pas noter le Pays de Galles, un petit pays qui fait un championnat à 12 équipes. Bon, après, ça, c'est un peu un hors-sujet, mais notons que, du coup, moi, je pense qu'il faut tester de nouvelles choses. Après, je me demande si les championnats portugais, ils sont pas déjà à 18 ou 16 équipes.
Au Portugal, je crois que c'est ça, ils 16, sont je à crois. 16 équipes. Puis même, bon après ça va peut-être changer parce que bon, ça c'est encore un autre sujet, mais ils réfléchissaient à ajouter le championnat belge et néerlandais ensemble. Mais normalement c'est pareil, c'est des championnats qui sont très réduits. Bon après, c'est des championnats tellement faibles qu'il n'y a pas forcément de compétitivité, mais c'est vrai qu'à titre de comparaison, peut-être que le fait que la Ligue 1 rejoigne la Bundesliga et passe à 18 équipes, ça donne des idées à la Première Ligue pour peut-être un top 18 Ah bah de, là, de, ça, voilà, de ça va clubs être, riches, je sais pas, mais s'ils commencent à tenter ça aussi. le là. Big 18. Bonjour, c'est Titouan, je voulais juste rajouter un truc. En fait, la raison principale aussi de la passage à 18, c'est les droits TV. Vu qu'on sait qu'en France, il y a eu des gros problèmes avec ça, permettre à 18, c'est réduire du coup le nombre de clubs qui vont bénéficier de l'argent et donc permettre à ceux qui sont en Ligue 1 d'avoir plus d'argent, alors qu'à 20, voilà, il y a 2 équipes en moins. Donc ça fait un peu d'argent. Donc par exemple, la Première Ligue, vu qu'ils n'ont pas besoin de problème d'argent, ça fait plus de matchs et donc plus d'audience. Et donc forcément, eux, ils vont pas passer à 18. Là, Et puis en la vrai, compétitivité était déjà, est déjà. ouais, c'est vrai que l'intérêt des matchs calendriers, ça c'est quelque chose de très intéressant, surtout maintenant où il y a un nombre de matchs astronomique. Mais surtout le principal argument à l'origine, c'était quand même tout ce qui est droit télé et argent, quoi, pour les clubs. Ouais. Vu que c'est un peu la merde en ce moment. Ouais, pas mal la merde. Ouais. Merci Tito pour cette Ouais, c'est vrai que c'est une information. information vraiment pertinente. Ouais. Et du coup, voilà, d'autres choses à rajouter. Si, je voulais quand même ajouter que c'était pas forcément la seule information communiquée par la Ligue, puisque la saison prochaine va y avoir l'apparition du Boxing Day justement suite à la Coupe du Monde. Donc il y aura notamment une journée, en tout cas un match le jour du 1er janvier. Donc je sais pas si pour vous c'est une bonne chose ou pas. Pour moi, c'est contradictoire. Enfin, on te met un Boxing Day genre une semaine après la fin de la Coupe du Monde où tu as des joueurs qui vont sûrement aller très loin, qui vont retourner dans leurs équipes, ils vont devoir jouer, bon ou pas, selon les entraîneurs. Après, c'est au club de gérer leurs joueurs, mais c'est très compliqué. Surtout que la saison prochaine, après, tu passes à 18 pour faire moins de matchs. Bon, je comprends pas trop cette décision de Boxing Day. Bah oui, puis surtout tout le monde se plaint comme quoi il y a trop de matchs. On a enlevé la Coupe de la Ligue pour ça. Et puis là, ça, comme le dit Morgan, c'est super contradictoire. Moi, je ne comprends pas non plus. Titouan nous dit en direct que c'est que pour une saison. Oui, effectivement, après, c'est vrai que c'est que pour une saison. Moi, honnêtement, après, le truc, c'est que c'est bien. Enfin, c'est bien. On s'en fout un peu pour les joueurs qui sont pas en sélection. Pour les joueurs qui sont en sélection, c'est là que c'est un peu délicat, mais dans tous les cas. En fait, c'est ce que je disais d'ailleurs avec toi, Yvan, tout à l'heure. Le problème, c'est la Coupe du Monde au Qatar. Elle n'aurait jamais dû se faire là-bas. Et du coup, ça a créé d'autres problèmes après où on critique les décisions. Et on a raison d'ailleurs de critiquer ça. Mais au final, le gros problème, c'est que la Coupe du Monde se fasse en pleine saison et au Qatar, avec d'ailleurs, en notons des morts qui ont été faits là-bas. Donc, moi, ça, c'est un débat parallèle. Non, mais là, je dis en anecdote, mais au final, franchement, on n'aurait jamais dû, l'UEFA, voilà, tout ce qui se passe là-bas, la FIFA, parce que je cherchais le mot, n'aurait jamais dû accepter ça pour moi. Et puis peut-être un dernier mot par rapport au fait qu'il n'y aurait plus de matchs le 5 mai en Ligue 1. C'est peut-être pas que pour une saison, Titouan, mais puisqu'en fait, le 5 mai, il y a eu les incidents à Furiani, alors je crois que c'était en 93, je sais plus, 95, des supporters qui étaient tombés des gravats. Enfin, les gravats c'était tout simplement détruits, donc des supporters étaient décédés malheureusement ce jour-là. Donc bon, c'est quand même un bel hommage. Un bel ça, hommage je suis d'accord, de la part de la Ligue, sachant que la Corse n'est pas forcément française. Non, je déconne. Non. Je déconne. Les problèmes. Je pense pas qu'il y ait des Corses qui vont nous écouter. Non, je pense pas. N'hésitez pas à nous écrire en commentaire si vous êtes Corse. Donc voilà, j'espère que cette émission de rentrée vous aura plu en tout cas. Et puis n'hésitez pas à commenter, partager votre avis. Comme toujours. Hein. Nous sommes preneurs. Nous sommes preneurs, on est dispo aussi pour répondre bien évidemment à vos commentaires. Et puis voilà, prochaine émission peut-être la semaine prochaine avec Titouan, je pense. On espère qu'il sera là, le retour. Et puis on parlera pas forcément que de foot cette fois-ci. Plein d'autres choses à débattre. Dire, tout simplement, à débattre. Puis plein de belles choses aussi à venir. L'émission risque de s'améliorer. Bon, en tout cas, merci de nous avoir écoutés et puis à une prochaine. Merci à tous. Salut l'équipe. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais
On peut. Ah, c'est superbe. Quel pied. Ah, quel pied. Oh putain. 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 Putain.